Et bienvenue sur Public Sénat, merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur la question de l'immigration. Emmanuel Macron persiste et signe. Il faut parler d'immigration et en parler calmement, mais franchement, nous dit le chef de l'État. Demande d'asile, prestations sociales, immigration familiale, tout est sur la table et le ton se durcit très nettement. Ce virage est-il justifié sur le fond? Y a-t-il un risque de surenchère? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir à ce sujet sur Twitter. Tout au long de cette heure d'émission, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Tam Trani. Et nous parlerons a priori immigration avec Jérôme Durain, le sénateur socialiste qui reviendra, et bien notamment sur le débat qui va se tenir la semaine prochaine au Parlement. Merci beaucoup Tam, à tout à l'heure. Nous irons aussi dans l'hémicycle. Quentin Calmet, vous nous parlerez des tensions autour de ce texte en cours au Sénat. Oui, tout à fait, avec un premier projet de loi de l'année et déjà un clash dans l'hémicycle sur fond de désaccords politiques. Et on parle d'économie circulaire. À tout à l'heure Quentin, merci. Avant cela, notre match des idées internationales, donc confrontation de points de vue entre Béatrice Gibelin et Christian Macarian. Bienvenue à tous les deux. On va notamment s'arrêter sur cette procédure de destitution lancée hier contre le président américain. Les démocrates ont voulu marquer le coup, mais voilà, ça pourrait se retourner contre eux. On va voir pourquoi. Avec vous, juste après les premières explications de Béatrice Finzan. Tout est parti d'une conversation téléphonique cet été entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, confirmée par le président américain. Nous avons eu une conversation très riche. Nous nous sommes surtout félicités. Nous avons aussi évoqué la corruption, quelle qu'elle soit. Aucun de nous ne souhaite voir favoriser la corruption en Ukraine comme le vice-président Biden et son fils l'ont fait. 2 mois plus tard, les démocrates appellent à l'ouverture d'une enquête officielle en vue de destituer le président des États-Unis pour trahison. Cette semaine, le président a reconnu avoir demandé à son homologue ukrainien de prendre des mesures dont il aurait tiré un avantage politique. Les actions de la présidence Trump sont un déshonneur et révèlent une trahison de son serment lors de sa prise de fonction, une trahison de notre sécurité nationale et une trahison aussi envers l'intégrité de nos élections. Pour le camp démocrate, le président américain a donc enfreint ses responsabilités constitutionnelles en demandant à une puissance étrangère d'intervenir dans son élection. Donald Trump est soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival politique, Joe Biden. Pour le principal intéressé, personne n'est au-dessus des lois. Nous avons un président qui croit que son pouvoir est sans limite. Et nous avons un président qui croit aussi qu'il peut faire tout et n'importe quoi et s'en sortir sans frais. Nous avons un président qui pense qu'il est au-dessus des lois. Et un président conforté pour 2020. Tout le monde dit que c'est positif pour moi, pour l'élection. On pourrait vraiment se demander si c'était bien nécessaire tout ça. Renforcé dans ses convictions, Donald Trump compte sur la majorité républicaine au Sénat pour repousser cette tentative d'impeachment qui pourrait finalement lui servir au détriment des démocrates. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Béatrice Gibelin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes géographe, spécialiste des questions de géopolitique et directrice de la revue Hérodote. Christian Macarian, bienvenue à vous également, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Merci à tous les deux. Béatrice Gibelin, pour commencer, peut-être comment vous la voyez, vous, cette procédure de destitution qui a été lancée? Est-ce qu'elle a une chance d'aboutir ou est-ce qu'elle est surtout symbolique? Non, on sait qu'elle n'a aucune chance d'aboutir dans la mesure où le Sénat est tenu par les Républicains et les Républicains ne lâcheront pas Donald Trump. Donc elle n'a aucune inenvisageable. Inenvisageable. Maintenant, pourquoi les démocrates ont fait ce pari? Sans doute que la situation, quand c'était les affaires au sujet de la Russie, d'intervention dans les élections, c'était très compliqué à démontrer. Le procureur n'est pas allé jusqu'à dire qu'il y avait eu véritablement collusion. Donc, c'était un peu difficile de se lancer là-dessus. Que l'aile gauche du Parti démocrate pousse beaucoup à cela depuis déjà, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Et Nancy Pelosi, qui est quand même, je veux dire, quelques années de savoir-faire politique, tenait ça à distance. Et puis là, ils ont une nouvelle occasion. Ils ont une nouvelle occasion sur quelque chose qui est plus simple,
qui est beaucoup plus simple sur l'Ukraine, sur un coup de téléphone, sur un lanceur d'alerte qui a effectivement quelqu'un qui était des renseignements et qui a un peu tiré la sonnette d'alarme. Ouais. Donc ils se disent que là, il y a peut-être une opportunité pour montrer qu'on a un président qui se met au-dessus des lois, qui permet peut-être à une puissance étrangère, l'Ukraine, de jouer un rôle dans les futures élections. Et donc il compte donc que ça puisse, envoie. voilà, qu'un message que ça envoie en disant bon bah on a un président qui décidément parce que attendez, il n'y a pas que cette affaire-là dans cet impeachment. Il y a aussi le fait qu'il ait pu payer ses anciennes maîtresses pour qu'elles se taisent, c'est aussi dedans. Il y a 2 ou 3 autres affaires qui traînent. Bon, fiscale également. Voilà, fiscale, puisqu'il n'a jamais donné effectivement sa fiche d'impôt, alors que normalement il doit le faire. Bon, il prend quelques libertés. Pour ternir son image finalement. Oui, assurément, et dire que c'est pas quelqu'un de fiable, parce que dire qu'il trahit son serment, on est quand même sur la Bible quand on prête serment. Sauf que moi, ce que je lis, c'est que ça pourrait être contre-productif. Christian Macarion lui-même a tweeté ou a écrit ce serait positif pour ma réélection. Est-ce qu'il Alors, ça c'est ce qu'il dit, mais auparavant, il y a quand même une fracture dans le camp démocrate. On sait que Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, n'était pas favorable à l'ouverture d'un impeachment et qu'elle a cédé à une pression de l'aile gauche du Parti démocrate. On est aussi en pré-primaire démocrate. Donc, franchement, il y a la compétition à l'intérieur même du camp démocrate. Et Nancy Pelosi a fini par céder parce que la pression montait beaucoup et parce que, justement, ce camp démocrate qui n'a pas de candidat évident qui se dégage, qui n'a pas de plateforme très claire, qui n'a pas trouvé le slogan ou le thème pour combattre Trump, c'est une manière de rassembler son camp que de réunir un petit peu tous les courants autour de la notion d'impeachment qui, effectivement, comme l'a dit Mme Gibelin, n'a aucune chance de passer. Tout le monde le sait, à commencer par ceux qui l'ont demandé. Bien sûr. Le but, c'est de mobiliser le camp démocrate. Et Mme Pelosi qui cède à la branche gauche, ça signifie quand même quelque chose pour le camp démocrate. Ça signifie qu'il faut enclencher une machine électorale dans la vue de la présidentielle, axée sur la personne de Trump, plus que sur sa politique ou sur un certain nombre de ses mesures, sur l'individu. Parce que l'intitulé et le contenu de la motion qui demande l'impeachment sont quand même assez graves. Trahison, ça n'est pas rien. Parjure, ça n'est pas rien non plus. Par exemple, c'est pour la notion de parjure que Bill Clinton a subi un début de procédure d'impeachment qui n'est pas allé jusqu'au bout. Mais est-ce que ça ne pourrait pas le transformer en victime, puisque une forme de chasse à l'homme? C'est ce qu'il dit, chasse aux sorcières. Moi, je ne le pense pas. Que ça conforte son électorat, sûrement, en disant il est attaqué, c'est meilleur. Tout le monde lui en veut. Voilà, tout le monde lui en veut. Mais ça, son socle électoral, apparemment, il n'est pas entamé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il ne progresse pas non plus, mais il ne diminue pas vraiment. Absolument. Bon. Donc il a ce socle-là qui se maintient. Donc la procédure d'impeachment ne va pas changer ce socle-là. Mais elle ne va pas le faire grandir non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Il ne va pas pour autant devenir la victime et attirer un certain nombre d'électeurs. Non, ce qui est effectivement tout à fait dans une stratégie ou tactique électorale, c'est effectivement mettre la lumière sur la personnalité de Trump, non pas sur ses succès contestable sur le plan économique. Sur le plan international, il n'a aucun résultat. Alors que Trump avait pour tactique justement de diviser les démocrates. Le but de l'impeachment est de les rassembler. Donc tout ça est complètement, sont des manœuvres électorales ou préélectorales. Donald Trump qui n'a finalement pas serré la main d'Hassan Rouhani. La poignée de main historique entre l'Iran et les États-Unis, ce sera plus tard, peut-être. Et pourtant, Emmanuel Macron a tout fait pour jouer les médiateurs. Il a même tout donné pour qu'une rencontre ait lieu. Écoutez. Il appartient maintenant à l'Iran et aux États-Unis d'Amérique de se saisir de ces conditions et d'œuvrer ensemble pour redéclencher une dynamique. Je l'ai dit également à l'un à l'autre, la France est à disposition et je considère que
Ce débat doit être amorcé entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Christian Macarian, Emmanuel Macron a l'air de mettre une énergie folle pour être un médiateur, pour être en première ligne dans ce dossier iranien. Pourquoi ? Oui, parce que la ligne diplomatique de la France, c'est la suivante. La France parle à tout le monde. Et même si nous avons rappelé dans une déclaration assez solennelle aux côtés du Royaume-Uni et de l'Allemagne que nous considérions que les 2 attaques contre les 2 raffineries d'Arabie Saoudite ont été lancées en Iran et que, je cite ce communiqué, il n'y a pas d'autre possibilité, donc c'est une accusation claire et nette. Macron donne aux États-Unis la solidarité qu'ils exigent et en échange, il essaie, pour citer ses propres paroles, de créer les conditions d'une reprise des négociations. C'est la ligne diplomatique de la France. Mais y a-t-il un intérêt sauf que c'est une ligne France purement diplomatique. Parce que pour que les conditions soient réunies, il faut que les 2 protagonistes soient d'accord. Or, il y a un point de rapprochement possible, et il n'y en a pas 2. C'est la diminution ou l'inflexion sur les sanctions américaines infligées à l'Iran. Voilà. Tant que les Américains n'accompliront pas un geste dans ce sens, il ne se produira rien. Et le but des Iraniens est de frapper, au contraire, toute la région pour la déstabiliser et démontrer que si l'Iran est frappé par des sanctions, il est capable, en démantelant le marché ou le trafic pétrolier mondial, d'imposer ou d'infliger à sa manière des sanctions au petit pied. Mais c'est quand même une politique de méchanceté et de dialogue alterné qui est très typique de la diplomatie iranienne, en tout cas de ce régime-là. Alors, c'est très difficile à décrypter, mais la France essaie, là-dedans, de tracer sa propre voie pour se donner, honnêtement, un rôle international. Mais qui n'aboutit pas vraiment concrètement. C'est assez c'est difficile hypothétique de penser qu'il peut aboutir. Alors, on pourrait dire, puisque ça n'aboutit pas, à quoi ça sert ? Il faut au moins tenter, il faut au moins essayer. Ce qui est important aussi pour les Iraniens, même si je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire, c'est qu'ils ne vont pas subir les sanctions dans leur coin sans bouger et sans rien dire. Et qu'il faut essayer de faire monter la pression sur une crise internationale de façon à ce qu'on sache bien que les États-Unis les mettent dans une situation absolument extrêmement difficile, puisque c'est le pétrole et c'est essentiel à leur économie, et que ça ne peut pas bien se passer. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est effectivement un jeu dangereux. On est sur la ligne de crête permanente. On avait déjà le problème dans le détroit d'Ormuz où on a eu un certain nombre de tensions avec des bateaux, mais on en a eu d'autres sur Gibraltar où il y a eu un bateau iranien qui a été arrêté par le Royaume-Uni. On voit bien qu'il y a tout un jeu qui est important. Bon, et puis, il y a eu les bombardements. Sans doute par des drones venus des Houthis du Yémen, soutenus par les Iraniens, donc on a pu faire des déclarations. C'est Téhéran qui est à l'origine de ça. C'était même des missiles. Des missiles, des missiles plus que des drones, oui, mais c'est arrivé, et c'était directement des missiles c'est établi parce que... Le résultat est le même. Et ce qui est important quand même, c'est que les réactions face à ça ont été d'une certaine façon mesuré du côté de l'Arabie Saoudite, parce qu'on a quand même le fils du roi de l'Arabie Saoudite, Ben Salman, qui n'est pas dans une situation si confortable que ça. Pas du tout. Donc, il ne peut pas se permettre de jouer les matamors. Mais par ailleurs, on a eu une réaction des États-Unis qui a été relativement mesurée. Même si, il faut le dire, les Américains ont renforcé leur présence militaire en Arabie Saoudite depuis cette affaire-là. Donc on est dans un jeu où là, on peut effectivement parler d'escalade. Et quand le président dit il suffirait que ça dérape avec quelque chose de étincelle. Là où les Iraniens ont été habiles, c'est de démontrer que les Américains n'iraient pas plus loin et qu'ils avaient touché les limites de leurs menaces. C'est là que le jeu peut se débloquer et que la France peut éventuellement jouer un rôle de médiateur intéressant. Deuxième thème de ce match, le retour au travail des parlementaires britanniques. Oui, c'est la suite du feuilleton du Brexit. La Cour suprême a annulé la suspension décidée par Boris Johnson. 15 jours que les députés n'avaient pas siégé. Le Premier ministre qui vient de vivre un nouveau camouflet. Que faut-il penser de cette situation britannique ? Je vais vous poser la question dans un
un instant. On va peut-être d'abord demander au sénateur LR Ladislas Poniatowski qui est au micro de Tam Tranui en salle des conférences. Tam. Oui, Ladislas Poniatowski, d'ailleurs vous étiez rapporteur du projet de loi sur le Brexit par lequel la France prenait les mesures pour faire face à cette échéance. Alors tout d'abord, votre réaction à cette décision de la Cour suprême, est-ce que c'est un camouflet pour Boris Johnson ? C'est une vraie paire de claques. Il a reçu une paire de claques énorme, mais je crois que ça ne change rien du tout. C'est pas parce qu'il a eu ce camouflet qu'il va changer son comportement. Depuis le début de cette affaire du Brexit, je considère que Boris Johnson joue au poker menteur. Ce qui est grave pour un Premier ministre. C'est-à-dire que c'est un jeu, ce qui est une honte, et il ne cesse de tricher et de mentir. Regardez le point de départ, c'est le vote du Parlement anglais demandant à son Premier ministre d'aller négocier avec les 27, avec Bruxelles, l'accord de départ en obtenant 3 mois supplémentaires de négociation. Il a dit oui, j'y vais, et il est allé. Il n'a rien fait. Il n'a rien proposé. Mais vous avez vu que et Michel Barnier et le président du Parlement européen ont déclaré que l'Angleterre n'avait fait aucune proposition, que le Premier ministre n'avait fait aucune proposition. Autrement dit, il ment au Parlement anglais, il ment à l'opinion publique anglaise. Le Premier ministre peut-il rester en place dans ces conditions, vous ? Écoutez, lui, à mon avis, il restera. Mais la logique de n'importe qui de normal, et je pèse bien mes mots, aurait été, après la décision de la Cour suprême hier soir, de démissionner, bien sûr. Mais je pense qu'il démissionnera jamais. Alors, on est dans un grand moment d'incertitude autour du Brexit. Est-ce qu'il y a cette chose que l'on sait, c'est que désormais, il ne peut pas y avoir de Brexit sans deal. C'est le Parlement qui l'a voté désormais. Alors, je pense que le Parlement prendra des initiatives. C'est une des particularités très intéressantes du fonctionnement des institutions anglaises. Le Parlement a beaucoup plus de pouvoir que nous et peut prendre des initiatives. Alors, lesquelles va-t-il prendre ? On attend tous, on attend le discours de Boris Johnson dans quelques heures, même pas, quelques minutes. Que va-t-il dire ? Que va-t-il faire ? Comme d'habitude, avec Boris Johnson, on est dans le brouillard complet. Eh bien, ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait rien. Merci beaucoup, Ladislas Poniatowski, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Tam, et à tout à l'heure. Quelqu'un de normal aurait démissionné, Christian Macarian, vous êtes d'accord ? Sauf si ce quelqu'un de normal avait, depuis le début en tête, l'idée que la situation était inextricable et que seules de nouvelles élections pouvaient relancer la donne. Si Boris Johnson avait en tête de nouvelles élections, il ne s'y prendrait pas autrement, parce que c'est bel et bien ce qui va se passer. La question aujourd'hui, c'est de savoir si ces nouvelles élections auront lieu après le rejet définitif de la notion de no deal par le Parlement, ou si ça aura lieu avant. Donc là-dessus, il y a un débat très vif au Parlement britannique. Mais juste une leçon très simple. Monsieur Johnson a pris une responsabilité historique gigantesque. La crise qui était déjà politique et puis morale est devenue maintenant une crise institutionnelle. Oui. On a accusé Boris Johnson, et c'est probablement vrai, et ça fait partie des attendus de la Cour suprême, d'avoir menti à la souveraine, à la reine, la garante des institutions. Donc la monarchie est quelque part offensée par cette possibilité de mensonge. Deuxièmement, comme la reine a autorisé la suspension du Parlement, et comme la Cour suprême a déclaré illégale la suspension du même Parlement, ça veut dire tout simplement que la Cour suprême, pour la première fois dans l'histoire britannique, donne tort à la reine, laquelle reine n'aurait jamais voulu contrarier la Cour suprême. Donc, M. Johnson allume des incendies partout où il passe et il met en péril les institutions britanniques, même s'il n'y a pas de constitution écrite. C'est ce pays qui a inventé le parlementarisme et ce qui se passe est très grave. Une crise extrêmement grave. C'est une crise extrêmement grave et ce qui est tout à fait remarquable dans les institutions, c'est que cette Cour suprême a montré sa totale indépendance. Parce qu'on pensait qu'elle aurait pu dire c'est illégal, mais sans aller jusqu'à effectivement condamner cet acte en disant le Parlement est souverain et c'est lui qui doit reprendre la main. Ça, c'est un changement qui est important, parce qu'il est déjà arrivé que la Cour suprême montre son désaccord, mais elle déclarait une illégalité sans aller jusqu'à dire ce qui devait être fait. Et ça, c'est à l'unanimité que ça a été fait. Et c'est dans ces institutions britanniques qu'on peut regarder quand même avec un certain respect. C'est un système
parlementaire. Alors, il y a effectivement normalement l'égalité des trois pouvoirs, hein, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et là, avec cette décision, la Cour suprême fait du Parlement le cœur même des institutions britanniques. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la symbolique, moi je crois au rôle des symboles dans les situations politiques. Et le fait que la Cour suprême ait pu dire il a menti à la souveraine, et que donc la souveraine, à cause de ce mensonge, a, comme vous l'avez rappelé, signé quelque chose d'illégal. Vous savez, pour des Britanniques qui sont quand même attachés à leur monarchie, même si c'est un rôle complètement, j'allais dire, secondaire, symbolique et tout, mais si les symboles, on accepte qu'ils aient du poids, c'est quelque chose qui est important et qui peut être porté vraiment au discrédit de Boris Johnson. Et tout cela organisé et ourdi par un homme qui n'a pas de majorité parlementaire. Et surtout ourdi par un conseiller, et ourdi encore par un conseiller de l'ombre, Dominic Cummings, qui est aussi quelqu'un qui a fait campagne pour le Brexit et qui le pousse dans cette situation du no deal. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y aura des élections avant le 31 octobre, parce que Jeremy Corbyn n'a aucun intérêt à y aller maintenant. La chance qu'a Boris Johnson, c'est que les Anglais ne veulent pas de Jeremy Corbyn comme Premier ministre. Voilà. Et que donc, dans ces conditions, il peut espérer, avec un no deal très ferme, récupérer une partie des électeurs séduits par Nigel Farage, qui est sur une attitude très hostile à l'Union européenne depuis toujours, mais il va perdre tous les conservateurs modérés qui forment quand même la base de ce parti, qui était un parti conservateur, on va dire... Ce qui se passe sous nos yeux, c'est l'éclatement du bipartisme pluriséculaire qui a fait la gloire de la vieille Angleterre et du Royaume-Uni. Vous avez raison, mais d'un autre côté, le système électoral qui a été remis en question, il y a eu un référendum, les Anglais ne veulent pas en changer. Donc c'est important, parce que c'est ce système électoral qui conforte aussi le bipartisme. Allez, dernier thème de ce match, les dernières conclusions alarmantes du GIEC, les voici. La hausse du niveau des mers, actuellement 2,5 fois supérieure, ou en tout cas plus rapide qu'au XXe siècle. Protéger les côtes coûtera, écoutez bien, jusqu'à des centaines de milliards de dollars par an. Les cyclones vont devenir encore plus puissants et destructeurs. De nombreuses mégapoles seront frappées par une météo extrême tous les ans en 2050, le GIEC qui alerte sur des océans de plus en plus chauds. Écoutez. Au cours du XXe siècle, le niveau moyen des océans a augmenté d'environ 15 cm. Actuellement, il augmente 2 fois plus vite et le rythme va continuer à s'accélérer pour atteindre 1,10 m en 2100, selon nos projections, si les émissions ne sont pas significativement réduites. Alors, vous n'êtes pas des spécialistes du climat, donc ce n'est pas avec vous que je vais parler réchauffement climatique. En revanche, ce qui nous intéresse ce soir sont les conséquences géopolitiques du réchauffement climatique. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on s'y prépare? Ah, mais c'est très facile. Au sujet du climat, M. Donald Trump, président des États-Unis, a passé 10 minutes à l'ONU sur ce sujet précis. Pas plus. Donc, tant qu'il n'y aura pas... C'est très cynique et c'est affreux à dire, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre constat à tirer. Tant qu'il n'y aura pas d'intérêt politique à être plus vertueux en matière de climat, il n'y aura pas de changement. Soit c'est un intérêt politique, soit c'est une catastrophe qui affolera les opinions publiques. D'où l'intérêt, si vous voulez... Quand même assez oui, mais ça modifie complètement le débat politique international de manière profonde. On a là la personnalité de Greta Thunberg qui est diversement appréciée, mais qui quand même exprime, à mon avis, une préoccupation très profonde et qui n'arrive pas à coaguler un pôle d'opinion qui emporterait, si vous voulez, comme un courant tout le débat politique, en tout cas des nations très développées, mais on assiste aux prémices, à travers Greta Thunberg et d'autres signes, d'un courant politique qui demande à se structurer et qui doit absolument prendre la parole, sans quoi il n'y aura aucune évolution au niveau des chefs d'État. Il faut, si vous voulez, la question climatique n'est pas encore arrivée sur le champ
politique. Et ça, c'est très important. Je voudrais juste vous lire les propos de Jean-Michel Valentin, auteur du livre Géopolitique d'une planète déréglée. Il y a quelques mois, il avait accordé une interview au Figaro Vox. Il avait dit « Les printemps arabes ont été précédés par des hausses brutales des prix des céréales dues à la multiplication des sécheresses et des inondations sur les grands centres mondiaux de production céréalière en 2006, 2008 et en 2010 avec la canicule qui a affecté les récoltes russes et ukrainiennes. » Ça, c'est très concret. Ça veut dire que le dérèglement climatique a des vraies conséquences géopolitiques. Oui, il a déjà des conséquences géopolitiques. Il y en aura aussi sur les migrations. Parce que comme l'essentiel de la population est sur les côtes, et là où c'est le plus important, ce sera en Asie. Parce que c'est en Asie qu'on a les densités les plus élevées sur des côtes qui sont extrêmement basses. On va prendre le cas du Bangladesh, par exemple. Population de delta qui sont extrêmement nombreuses. Or, c'est en Asie que la production, effectivement, de gaz à effet de serre est la plus élevée à cause du charbon. Parce que c'est le charbon qui est de loin le premier producteur de gaz à effet de serre et de CO2. Et c'est pas là qu'on verra les choses s'améliorer d'abord. Donc l'Asie est véritablement un des enjeux, on va dire, géopolitiques, climatiques extrêmement importants. Alors, vous avez raison de citer Donald Trump. Si on veut se préoccuper du climat, il ne faut vraiment pas élire Donald Trump en 2020 ou Bolsonaro de nouveau au Brésil. Mais vraiment, l'endroit où il risque d'y avoir le plus de dégâts et les populations pauvres, parce que ce seront elles qui seront les plus touchées, qui vont être mais vraiment massivement touchées, c'est en Asie que ça va se passer. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Allons plus loin encore et repassons par l'hémicycle. Quentin Calmet, vous suivez le débat au Sénat cette semaine. Il est question d'économie circulaire. On est très loin du consensus. Oui, loin du consensus. On est même complètement dans le clash, Rebecca, entre d'un côté la secrétaire d'État Brune Poirson et les sénateurs. Dans les deux camps, on s'est mutuellement accusés d'être à la solde des lobbies sur l'épineuse question dont on parle beaucoup depuis plusieurs jours de la consigne du plastique. Dans une interview, Brune Poirson a sous-entendu que les sénateurs défendaient les grands recycleurs et cela, vous vous en doutez, ça n'a pas du tout plu à Hervé Moret, le président centriste de la Commission du développement durable. On l'écoute. Là, c'est purement et simplement diffamatoire. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, si on doit parler lobby, parlons-en. Parce que quand on a demandé au gouvernement une étude sur la consigne pour recyclage, qu'est-ce qu'on a eu à part une étude fournie par les producteurs de bouteilles ? Et qu'est-ce qu'on a reçu ici comme demande insistante des lobbies ? Eh bien, on a surtout reçu des messages de Coca-Cola nous expliquant combien votre dispositif était pertinent. Alors, ne parlons pas de lobby, s'il vous plaît. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est votre position réelle par rapport au travail que nous avons fait en commission, parce qu'encore une fois, on ne peut pas nous envoyer des fleurs à la tribune et nous envoyer des cailloux dans les médias. Voilà, elle était un peu obligée de répondre, la Brune Poirson, et vous allez le voir, elle a clairement cherché à faire retomber la pression. Je fais le choix de ne pas vous répondre, parce que vous savez comme moi que vous m'avez à plusieurs reprises invectivé dans les médias. À plusieurs reprises. Vous savez, Monsieur le Président, vous avez plus que tout, vous-même, comme priorité absolue et totale, parce que vous êtes un sénateur depuis très longue date, la défense des collectivités territoriales. Et je pense qu'aujourd'hui, pour commencer les débats, c'est précisément là-dessus que nous devons nous concentrer. Et je sais, Monsieur le Président, combien vous avez ça à cœur et combien, ensemble, vous allez vouloir diriger les débats en ce sens. Je n'ai pas de double langage. J'ai la naïveté de la sincérité. Voilà, Rebecca, depuis beaucoup de débats sur le fond, sur l'obsolescence programmée, sur l'enseignement de la réparation des petits objets à l'école par exemple. Mais ici, en tribune de presse, les observateurs notent la discrétion de Brune Poirson sur le banc des ministres. Il reste encore 500 amendements sur les 705 qui ont été déposés. Quentin Calmet en direct de l'hémicycle pour Public Sénat. Merci infiniment Quentin. Place au grand débat maintenant. On va prendre le temps de parler d'immigration. C'est le sujet que le chef de l'État a décidé de mettre au menu de cette rentrée. Évidemment, il suscite des réactions fortes, tranchées. Il donne aussi lieu à quelques fantasmes. On va essayer de démêler le vrai du faux. On a une demi-heure pour le faire. Un point d'abord sur les intentions de l'exécutif et les réactions avec Cécile Cixous.
Renforcer les conditions de regroupement familial, rendre la France moins attractive ou encore augmenter le nombre de places en centre de rétention. Voilà quelques-unes des pistes que le gouvernement compte présenter aux parlementaires la semaine prochaine lors du débat sur l'immigration. Un durcissement de la politique migratoire assumé par Emmanuel Macron qui s'est exprimé en marge du sommet de l'ONU à New York. Pour lui, il s'agit d'accueillir moins, mais mieux. Nous devons nous organiser parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Enfin, c'est pour moi le défi qu'on s'est fixé. C'était l'engagement que j'avais pris à Orléans en juillet 2017 et qu'on n'a pas réussi à tenir. Pour les sénateurs de droite, de telles annonces, à peine un an après le vote de la loi immigration, ne sont que le constat de son échec. Je me méfie des propos d'Emmanuel Macron parce que, au bout d'un peu plus de 2 ans de pouvoir, on commence à mieux le connaître et je pense que là où il est le plus fort, c'est en communication. Il y a un an, nous l'avons rejeté au Sénat, mais a été promulguée la loi d'Emmanuel Macron sur l'asile, l'immigration. Il y a juste un an. Et nous l'avions prévenu que cette loi donnerait rien. Regardons le bilan d'Emmanuel Macron en 2018. Jamais autant de demandes d'asile, plus 22% d'ailleurs en provenance d'autres pays européens. Il n'y a que 10% des déboutés du droit d'asile qui sont reconduits à la frontière. Et 256 000 titres de séjour. Échec d'une politique migratoire. Pour la sénatrice écologiste Esther Benbassa, le président instrumentalise le débat sur l'immigration à quelques mois des municipales. Là, avant les élections, il fait des clins d'yeux un peu trop voyants vers la droite. Alors, écoutez, il faut peut-être arrêter avec ça. J'ai lu les mesures, mais enfin, c'est une marche arrière, vraiment en arrière, qui est inadmissible. Emmanuel Macron s'est en revanche dit favorable au maintien de l'AME, l'aide médicale d'État, que certains dans son camp proposaient de supprimer. Allons plus loin donc dans le grand débat avec nous ce soir. François Grosdidier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur LR de la Moselle, membre de la commission des lois. Sacha Houlier, bienvenue, député La République En Marche de la Vienne, membre de la commission des lois. Marianne Lagrue, bienvenue. Vous êtes experte au comité migration du Conseil des barreaux européens. Et Bernard Jomier est également avec nous. Bonsoir, bienvenue, Bonsoir. sénateur de Paris, apparenté au groupe socialiste. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Sacha Houlier, Emmanuel Macron persiste et signe, et j'ai même envie de dire, il durcit le ton. Est-ce que vous assumez toutes les paroles présidentielles de ces derniers jours et de ces dernières 24 heures? Qui persiste et qui signe par rapport à ce qu'a été la loi de l'immigration, ça je confirme. Qui durcissent le ton, j'en suis pas certain. D'abord, quel est le contexte dans lequel on va débattre? Quels ont été les textes qui ont été promis ou adoptés? Et puis, qu'est-ce qui va venir à l'Assemblée? Le contexte est celui, finalement, d'une situation dans laquelle il y a une attention particulière des Français sur tous les sujets régaliens, pas seulement sur l'immigration, pas seulement sur l'asile, mais sur d'autres questions également, sur lesquelles nous avons apporté d'autres réponses, notamment sur des questions de sécurité. Et sur ce sujet, nous avons adopté plusieurs textes. Vous avez la loi Asile-Immigration qui facilitait le regroupement familial, c'est vrai, qui durcissait certaines autres conditions dans le cadre des raccourcissements de certaines procédures ou de rétention, et puis qui surtout faisait plusieurs promesses en termes d'intégration, soit avec des cours de français qui étaient renforcés, soit avec un accès au marché du travail. Tous ces textes, ils sont en déploiement, ils n'ont pas donné leur pleine mesure et il s'agit Emmanuel à ce Macron stade... a lui-même l'air de dire que c'est un échec, que ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'a dit précisément le président de la République et si c'est ce qu'il dit... Alors, moi j'ai ces mots sous les Si yeux. c'est ce qu'il dit, moi je me permets d'être un peu plus mesuré, si vous permettez, dans la mesure où j'estime que beaucoup de décrets d'application n'ont pas eu lieu, n'ont pas été pris, dans la mesure où le texte de la loi Asile-Immigration, il doit être très largement déployé, puisque les chiffres dont on parle, qui sont ceux de 2018, 132 000 demandes d'asile, eh bien d'abord, on constate qu'il y a plus de protection. Donc c'est des demandeurs qui viennent pour quelque chose, ici ils sont plus protégés, et que s'il n'y a pas de reconduite, comme le dit le président de la République, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de laissez-passer diplomatique des pays dont sont issus ces demandeurs, et donc qu'il faut s'interroger aussi sur la politique internationale davantage que sur la politique nationale. Je rappelle juste les mots du chef de l'État avant de vous donner la parole, François Grosdidier. C'était un tableau que je comptais mettre en deuxième partie, mais le voilà. C'était l'engagement que j'avais pris à Orléans en juillet 2017 et qu'on n'a pas réussi à tenir. Que s'est-il passé depuis l'élection présidentielle? On a eu une très forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Il y a pas mal de regrets et même un sentiment d'échec là. Oui, il y a un sentiment d'échec parce que l'échec est patent. Alors effectivement, il faut qu'il y ait débat. Moi, je m'étonne déjà de ceux qui ne voudraient qu'on n'en débatte pas au Parlement. Les Français en débattent eux-mêmes dans la rue, de la pire façon dans les réseaux sociaux parfois. Il faut en débattre, il ne va pas y avoir de questions taboues. Ensuite, entre une extrême gauche qui voudrait une immigration complètement libre
une gauche qui finalement veut à peu près la même chose quand on rentre dans le détail de ce qu'elle propose ou ne propose pas, et une extrême droite qui refuse toute immigration. À la limite, les républicains et les marcheurs, les républicains et les marcheurs ont en commun de vouloir maîtriser l'immigration, en tout cas de le dire. La différence entre nous, c'est qu'on le veut vraiment, c'est-à-dire qu'on voudrait que ça rentre dans la réalité, et que tout ce qu'on avait proposé lors du précédent texte consistait non pas à changer radicalement les principes ou les équilibres, mais ça consistait à rendre effectif le droit, parce que confronté avec Perron du terrain, on sait bien, par exemple, que 90% des déboutés du droit d'asile restent ici. Alors je suis désolé, les déboutés de droit d'asile doivent repartir. On ne doit pas réduire les 10% qui sont acceptés pour de bonnes raisons, mais les 90 doivent partir. Et toutes nos propositions consistaient en des mesures très précises, parfois très techniques, pour permettre que le droit soit effectif. Vous les avez rejetées. Oui. Et maintenant, vous vous étonnez, le président de la République s'étonne de ne pas maîtriser la situation, et il l'avoue. Parce que je rappelle encore les mots, parce qu'ils sont importants. Nous devons nous organiser parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Ce sont les mots du chef de l'État. Bernard Jomier, est-ce que vous constatez un durcissement dans la parole du chef de l'État et peut-être dans les intentions? Il s'en prend même à l'Europe. Aujourd'hui, on est à la fois inefficace et inhumain en Europe comme en France. Nous devons accélérer la refonte des règles de Schengen et de Dublin. Ce que je constate, c'est que ça godille sec. D'abord, pour un sujet tabou, c'est quand même celui qui a été le plus traité au Parlement depuis 15 ans. C'est une inflation législative, on légifère sans arrêt sur ces questions liées aux migrations. Et on n'a pas le temps d'appliquer complètement une loi, et encore moins de l'évaluer, qu'il y en a une autre qui arrive, et comme ça suffit toujours pas, entre deux, on remet le débat sur la table. Donc c'est totalement déraisonnable pour une question qui est une vraie question, qui est une question sérieuse, qui se pose à tout pays, celle des mouvements migratoires. Ce n'est pas un phénomène particulièrement français ni européen, vous le savez. Et avec la crise climatique, c'est un mouvement qui va en plus probablement s'accroître structurellement. Donc, bien sûr, on peut parler de la question. Mais pourquoi en parler et pour dire quoi? Moi, je constate que le débat a été ouvert sur l'AME. Maintenant, le chef de l'État dit qu'il ne veut plus y toucher. Mais tout l'été, le gouvernement, les services ont travaillé sur la question de l'AME, les associations, aide médicale d'État, les soins aux étrangers en situation irrégulière. Sujet ancien. Donc tout l'été, le sujet a été travaillé. Le délégué général du parti majoritaire a fait des déclarations désastreuses sur la question, sur l'histoire des prothèses mammaires, qu'il a retirées. D'ailleurs, après, non mais je dis, c'est une cacophonie. On n'avance pas un fait qui est que les femmes se feraient rembourser des prothèses mammaires comme ça pour être pédalées. Tout ça dit qu'il y a une cacophonie et une gestion qui est vraiment à la godille. Et c'est grave dans le débat public. Je vais vous laisser répondre, Sacha Houlié, mais on termine quand même ce tour de table avec vous, Marianne Lagrue. Oui, je vous remercie. D'abord, je vois encore beaucoup de confusion, puisqu'à la fois on parle des migrants, de l'immigration et des réfugiés. Or, ce sont des cas différents. Je préfère qu'on parle soit des réfugiés et des demandeurs d'asile, qui doivent donc être exclus d'un certain nombre de règles qui sont propres à la demande de régularisation d'un certain nombre de personnes qui viennent en France pour travailler, pour rejoindre leur famille, pour y vivre, ce qui n'est pas la même problématique que celle des réfugiés. Et malheureusement... Vous, les responsables politiques mélangent un peu tout? Bien sûr. Vous nous ferez le temps de distinguer, mais on distingue les catégories. D'accord, mais là, à entendre les trois points de vue, j'ai entendu parler simultanément à la fois d'intégration, à la fois de réfugiés, à la fois d'immigration économique. Or, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il est vrai que la confusion existe au moins depuis 2005, depuis qu'on a créé un code qui veut intégrer les lois propres à l'immigration dite économique, bien que je n'aime pas ce terme, et les réfugiés. Depuis Sarkozy et autres hortefeux, ont fait l'amalgame. Dans leur même discours, vous entendrez parler d'immigrés et de réfugiés. Alors, pour en revenir à ce que dit Emmanuel Macron, est-ce que vous constatez un durcissement? Alors, je ne vais pas défendre la loi du 10 juillet 2018, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Je ne sais pas, cela dit, comment il peut constater qu'elle a été suivie ou pas, puisqu'on n'a pas de recul. Nous avons un grand nombre d'avocats au sein des associations et des syndicats critiquer les réformes de la loi qui viennent compliquer non seulement le système juridique, administratif ou devant la Cour nationale de droit d'asile, alors que le discours finalement des députés, des sénateurs n'a de cesse de dire, ce discours, que
on complique, nous les avocats, la procédure. Or, ce sont les textes mêmes, des décrets, des lois qui viennent ajouter et créer une espèce de machine à gaz encore plus complexe pour les demandeurs d'asile d'un côté, mais aussi les demandeurs à rester en France. Sacha Houlié, puis François Braudel. Juste sur d'abord les différentes catégories, même si je pense que faire des catégories, c'est toujours un peu discriminant et pas forcément utile, mais les catégories, c'est que il y a les gens qui demandent, il y a les gens qui demandent des titres de séjour, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles, et là on est dans le cadre du titre de séjour dit normal, des 250 000 demandes annuelles, soit on est dans le cadre des demandes d'asile, et donc là on demande une protection de la France qu'on s'estime persécutée dans son pays, et donc là on a 130 000 demandes en 2018, qui est une demande qui est vraie en augmentation. Ce que dit le chef de l'État, c'est qu'on a une demande qui est en accroissement sur les demandes d'asile, donc de protection, et que cette demande ne serait pas toujours justifiée, parce que en dépit du fait, et ça c'est absolument vrai, qu'on protège plus, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont besoin de cette protection, eh bien il y a des catégories de personnes qui relèvent de pays qui seraient plus sûrs. Il cite notamment l'Albanie et la Géorgie, dans lesquels on aurait moins besoin d'accorder la protection. Et qu'à partir de là, on a dans le fonctionnement un engorgement de tout ce qui est la procédure dédiée aux demandeurs d'asile, qui fait que ça nous pose des problèmes, parce qu'à la fin, non seulement on héberge mal, mais ensuite on intègre mal, parce que lorsqu'on a décidé de donner ou de ne pas donner des papiers, eh bien tout se construit ensuite. Le mouvement ne s'arrête pas au moment où on donne des papiers, où on donne une protection, mais il faut pouvoir héberger. D'ailleurs, on héberge sans condition, donc on héberge dès le départ, mais surtout apprendre le français et ensuite pouvoir trouver un travail, ce qui est aujourd'hui très difficile en France. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être dans le débat, on pourrait peut-être s'interroger sur dans ce qu'on a créé, dans ce qui préexistait ou dans ce qui continue à être développé, qu'est-ce qui fait que tout cet engorgement, tout ça dysfonctionne encore et qu'on ne parvient pas au résultat qu'on a pourtant promis aux Français. Alors peut-être que pour répondre à cette question, ça nous amène au point que vous avez abordé, Bernard Jomier. Emmanuel Macron s'attire les foudres de pas mal d'opposants depuis qu'il a remis ce sujet sur la table, et du coup l'exécutif le répète partout, ce sujet ne doit pas être tabou. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Édouard Philippe, hier au Sénat, l'a répété. Écoutez. Parler de l'immigration n'est pas un gros mot et n'est pas un petit sujet. Nos concitoyens en parlent, nos concitoyens vivent cette question, ont des avis à formuler, ils sont parfois divers, souvent contradictoires, ils sont parfois empreints d'angoisse ou de colère, ils sont parfois empreints d'espoir et d'ouverture, mais Monsieur le Président, imaginez que ce débat n'est pas au centre des préoccupations, me semble méconnaître assez largement la réalité de ce qui se passe dans l'opinion publique. Alors, reste à bout de parler d'immigration. On va poser la question au sénateur socialiste, lui aussi, Jérôme Durain. Il est à vos côtés en salle des conférences, notre ami. Oui, Jérôme Durain, est-ce que l'immigration est un sujet tabou, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron? Et puis, Édouard Philippe, hier dans l'hémicycle, disait aussi que parler d'immigration, ce n'était pas un gros mot. Non, ce n'est ni un gros mot, ni un sujet tabou. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un sujet prioritaire? Est-ce que les Français ont envie qu'on parle de cela? On nous dit que c'est dans les préoccupations, je crois qu'il y a un sondage qui a été fait, première des Français, et quand on regarde le sondage, on voit que c'est 7 ou 8e sujet. Donc parler de ça, ça permet surtout de ne pas parler d'autre chose. Est-ce que pour vous, donc, le gouvernement, en organisant un tel débat, a des visées autres, des visées politiciennes? On a beaucoup dit, bien sûr, qu'ils regardent vers leur droite. Oui, ce sont des visées politicienne. Je retrouve la stratégie qui a été mise en œuvre à l'occasion des élections européennes, c'est-à-dire qu'on construit dans ce pays un combat exclusif entre le camp du président de la République et l'extrême droite. Et l'immigration est le sujet idéal pour venir se positionner sur ce terrain-là. Je trouve ça extrêmement dangereux et à force de jouer avec le feu, on risque de se brûler. Oui, est-ce qu'en même temps, ne pas parler d'immigration a porté ses fruits, hein? Ça n'a pas permis non plus de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent se poser en termes de politique migratoire, et ça n'a pas permis non plus d'endiguer la montée de l'extrême droite. Très bien, mais est-ce que c'est le seul sujet que la montée de l'extrême droite par rapport à l'immigration? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sociétal dont on peut parler effectivement sans tabou, justement, objectivement? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des réflexions claires sur le sujet, avec des chiffres qui sont étayés? Est-ce qu'on peut en parler autrement qu'en disant l'aide médicale d'État, c'est fait pour faire des prothèses mammaires? Il y a beaucoup de contre-vérités. Les mots de Stanislas Guérini. C'est terrible. Qu'un représentant du parti gouvernemental reprenne à son compte des fake news comme cela, ça n'honore pas le débat et ça ne sert pas un débat de société qui mérite d'être conduit
à d'autres moments sans doute et sur un autre ton. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'il est quand même possible d'avoir ce débat apaisé? Manifestement, vous appelez plutôt un débat apaisé de vos voeux. Alors dans la majorité, malgré ces mots que vous avez racontés, ils disent aussi que c'est un débat apaisé, qu'ils veulent un débat annuel sur le sujet. Moi, je pense que ça part mal. Nous, on est responsables, nous sommes républicains, on va jouer le jeu. Je trouve que la façon dont le débat a été amené n'est pas la bonne, en imaginant que la France prenait plus que sa part au niveau européen. On sait que ça n'est pas vrai. Et si on a un débat avec d'autres pays, on risque d'avoir à prendre plus notre part encore. Donc je pense que le débat, on l'aura, mais qu'il aurait fallu l'amener dans d'autres termes et avec d'autres ambitions. Eh bien, le débat, en tout cas, il aura lieu la semaine prochaine au Sénat. Merci beaucoup, Jérôme Durin, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam. François Grosdidier, pourquoi c'est si compliqué de parler d'immigration en France? Et parce que beaucoup sont sur des positions absolument idéologiques. Vous voulez dire, entre la gauche qui veut une immigration libre, même quand on ne le dit pas comme ça, en tout cas dans les faits, et par ailleurs l'extrême droite qui n'en veut aucune. Bon, ensuite, on a des discours qui sont en complet décalage avec la réalité. Enfin, dans quel autre domaine accepte-t-on, par exemple, on parlait des 90% de déboutés du droit d'asile qui restent en France, quoi. Dans quel autre domaine on accepte 90% d'inexécution d'une décision? Bon. Par ailleurs, on a une immigration économique qui n'est pas du tout maîtrisée. Ma famille politique, depuis longtemps, réclame un débat et effectivement des quotas, qu'on détermine quelle est la population qui est intégrable professionnellement pour organiser une immigration qui permette l'insertion professionnelle. Et pour moi qui ai vécu dans le bassin sidérurgique, c'est ce qui permet en général l'intégration culturelle et l'insertion sociale par le travail. Et ça fait des années que tout cela bloque. Et même, je reviens sur l'aide médicale d'État, on n'est pas supprimé, remplacé par une aide médicale d'urgence. Si effectivement le ministre a pris malencontreusement une fake news pour reporter, pour moi qui discute souvent avec les services de la préfecture, voit comment on invoque souvent des pathologies pas évidentes, je dirais, à démontrer, qui réclament d'ailleurs des thérapies sur le très long terme, et qu'on invoque l'un ou l'autre de la fratrie successivement, et que l'AME, autant nous sommes pour une aide médicale d'urgence, il s'agit de ne laisser personne mourir et ni même souffrir dans les territoires, mais il faut être très réaliste sur aujourd'hui tous les modes de détournement. De la même façon que moi cela me choque, que l'allocation d'aide aux demandeurs d'asile continue à être versée pour les déboutés qui refusent de partir et qui ont épuisé toutes les voies de recours. Et on refait le tour de table. Sacha Houlié, vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire surtout que sur ces sujets-là, sur l'exécution des décisions, ça ne relève pas de décisions françaises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a eu une décision qui est une décision ou de l'OFPRA ou de la CNDA, qui est une décision de rejet ou de la demande de protection au titre de l'asile. L'exécution, il faut avoir un titre de réadmission, un laissez-passer diplomatique du pays qui est... Il faut conditionner l'aide au développement, justement, par l'acceptation et bien des retours au pays. Vous ne le faites pas. Attendez, d'abord, c'est un débat qu'on va avoir. C'est précisément peut-être l'objet du débat. Mais dire que... par une mesure, dire que c'est par une mesure nationale qu'on trouvera des solutions diplomatiques bilatérales. C'est absolument faux. Et par ailleurs, j'ai pas dit ça. Je dis simplement, dans les négociations qui sont celles que le ministre de l'Intérieur conduit, le développement par l'acceptation au retour des pays que nous aidons. Dans les négociations que le ministre de l'Intérieur conduit aujourd'hui avec les autres pays dans lesquels on a des pays d'émigration, eh bien, c'est des négociations qui sont faites. Par ailleurs, j'entendais également le sénateur socialiste qui disait que nous pourrions avoir un débat européen sur les aides et sur les pays qui accueillent. Nous pouvons l'avoir, oui. Je précise que sur les débarquements de bateaux humanitaires, la France est le pays qui accueille le plus de personnes issues des bateaux humanitaires. Ce qui est d'ailleurs tout à notre honneur. Vous abordez un sujet qui est sensible, Marianne Lagrue. Oui, alors sur les bateaux humanitaires, je crois qu'on a vu cet été que la France n'était pas la plus rapide à prendre des décisions pour accueillir précisément les personnes qui étaient... en mer et qui restaient en mer et sur ces bateaux dans des conditions désastreuses. Donc non, je ne crois pas que la France se soit honorée, pas plus qu'elle ne s'est honorée lorsque Angela Merkel a eu le courage de prendre des décisions d'accueillir il y a quelques années, pas si longtemps que ça, un certain nombre de demandeurs et de personnes qui voulaient se réfugier en Europe. Si un certain nombre de pays autres et voisins
l'Allemagne d'Europe avait eu le même geste et le même message politique, oui, mais qui n'a pas été suivi d'effet et finalement, il avait peut-être salué à l'époque, mais qu'il ne concrétise pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit, pour aborder un autre thème, qu'on administre en quelque sorte la frontière anglaise. Macron n'est pas revenu sur l'accord du Touquet concernant la frontière côté française, mais qui est la frontière pour les Anglais. De même qu'on ne revient pas sur les problèmes frontaliers à la vallée de la Roya entre l'Italie et la France. Tout cela, ça pouvait être une réponse qui n'a pas été apportée aujourd'hui. Un mot sur les 90%. On dit toujours 90% de déboutés ne sont pas renvoyés. Franchement, on n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien. Alors, vous dites, ne faisons pas d'idéologie. Moi, je me souviens d'un grand avocat qui disait « le fait fait le droit ». Eh bien, si le fait fait le droit, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'un grand nombre de personnes étrangères qui résident en France travaillent en France, sans titre de séjour, il faut le dire, sans titre de séjour, mais qui servent à l'économie française et dont on sait qu'on ne peut pas se passer. On le sait dans le domaine des chantiers, on le sait dans le domaine de la restauration. D'où un débat sur l'immigration économique qui serait réglé par l'immigration économique autorisée. C'est la raison pour laquelle je reprends votre terme d'idéologie, alors qu'il me semble que les hommes politiques doivent quand même défendre une certaine idéologie. Sinon, je me demande pourquoi on les élit. Mais en tout cas, nous sommes sur ces constats-là que malheureusement, les consignes qui sont données à l'administration française et notamment préfectorale est malheureuse parce que un constat est fait, c'est qu'un grand nombre de personnes en situation irrégulière, certes, travaillent en France, travaillent clandestinement, au lieu de faire l'objet d'une immigration légale, autorisée, permettant un travail légal. Mais non, personne qui les remplace, venez dans mon cabinet, venez dans d'autres cabinets, vous verrez qu'un grand nombre de personnes... Si vous autorisez l'immigration pour répondre à ces postes. Moi, j'autorise rien. Mais vous voulez l'anarchie totale. Alors, vous l'avez compris, quand on parle d'immigration, on parle souvent chiffres. C'est ce qu'a fait aussi hier Brice Hortefeux sur notre plateau. L'ancien ministre de l'Intérieur est venu avec des chiffres, beaucoup de chiffres et des chiffres très précis. Écoutez. On connaît les demandeurs d'asile. On était en 2012 à 66 000. On est à 123 000 aujourd'hui, une augmentation de 100%. Et si vous faites en réalité le total avec une estimation globale du nombre de clandestins, ça veut dire que chaque année, il y a près de 400 000 migrants qui arrivent sur le territoire français. Ça veut dire que, et encore une fois, je ne pourrais pas être démenti là-dessus, et ça veut dire que sur le quinquennat, il y aura en réalité autour de 2 millions de migrants supplémentaires qui seront arrivés sur le territoire national. Alors, il dit qu'il ne pourra pas être démenti. Moi, sur ce plateau, j'entends « oh bah si ». Alors peut-être Bernard Jomier, ensuite je vous laisse la parole. Mais Brice Hortefeux est coutumier du fait. Il lance des chiffres, on l'a connu quand il était ministre de l'Intérieur, qui sont tout à fait inexacts. Et après, il passe à autre chose et il continue. Moi, je vois juste que là, il vient abonder dans le sens de la nécessité de relancer ce débat. Moi, je crois qu'il y a 2 points sur lesquels on pourrait essayer de se mettre d'accord et qui au moins feraient avancer la problématique. 1, la politique d'intégration, qui n'est pas suffisante à l'heure actuelle, et ça a été largement démontré, notamment par des députés du parti majoritaire, compris. Mais qu'on a amélioré. Qui s'améliore doucement, mais qui est à un niveau qui n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et les dispositifs d'intégration, s'ils étaient, on va dire, améliorés de façon significative, permettraient, il me semble, d'apaiser la situation. Deuxièmement, un deuxième principe sur lequel il faudra appliquer réellement, c'est le principe d'humanité, que le chef de l'État a rappelé. Mais en même temps, dans les rues de Paris, la ville dont je suis élu, il y a toujours des centaines, quand ce n'est pas des milliers de personnes, qui dorment à la rue, et avec une jurisprudence de l'État qui est en gros de laisser les choses quasiment en l'état depuis maintenant plusieurs années. Donc, si on appliquait au moins ces principes-là, on pourrait arguer de la bonne foi de l'ouverture du débat, et non pas ce qui se passe, c'est-à-dire que le sentiment est donné de la volonté de rouvrir ce débat pour des raisons qui sont purement politiciennes. Sacha Houlié, vous répondez peut-être à Brice Hortefeux, mais aussi à Bernard Jomier sur l'intégration. Oui, parce que dans ce qui est dit, il y a 3 choses. D'abord, sur ce que dit Brice Hortefeux, il mélange un peu les choux, donc ce chiffre est faux, vous les choux et les carottes. 2 millions d'étrangers sur tout l'ensemble du quinquennat. Sur une année, on a bien 250 000
demandeurs de titres de séjour ou titres de séjour, mais qui sont renouvelés d'année en année. Donc déjà, on ne peut pas compter on peut pas les additionner d'une année sur l'autre. Et puis 130 000 demandeurs d'asile, dont on sait que certains sont déboutés et qui retournent chez eux, et d'autres sont régularisés, donc ils ne sont pas clandestins puisqu'ils sont régularisés. Donc déjà, il y a des choses qui sont totalement fausses, qui sont dites à ce sujet. Et puis par ailleurs, ce que ne dit pas Brice Hortefeux, c'est qu'on est à 37% de taux de protection. Sur les demandeurs d'asile, sur les 120 000, on protège plus d'un tiers d'entre eux. Ça veut dire qu'ils viennent là pour une raison, ils ont besoin d'être protégés. Et puis c'est des flux secondaires européens. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne, leur demande a été traitée ou non par un pays de l'Union européenne, qu'il y a eu des aides ou non de l'Union européenne pour cela. Et ça, on peut aussi se poser la question, puisque nous, la France, on protège et on prend plus de flux au moment de l'année 2019. Alors, les pays qui ne font rien, qui ferment leurs frontières et qui ne veulent plus personne, comme le sont la Hongrie, comme le sont la République tchèque, comme le sont la Pologne, pourquoi ils touchent encore des subventions de l'Union européenne ? Ça aussi, on peut se poser des questions. Et c'est peut-être à ça que servira le débat. Et sur ce que vous venez de dire... L'intégration ? Sur l'intégration, il est vrai qu'on est encore loin du compte. On est à 400 heures de français financés quand il en faudrait parfois 600. On est avec un plan d'investissement dans les compétences qui aujourd'hui, sur l'apprentissage ou sur l'alternance, pourrait encore aller plus loin. Mais c'est vrai qu'on a amorcé des pompes qui ne sont pas encore à plein régime. Quant à la situation dans les rues de Paris et dans certaines des grandes villes de France, mais de villes de taille intermédiaire, c'est précisément ce qui choque nos concitoyens. Ce qui choque nos concitoyens, ce n'est pas nécessairement la présence de personnes qui sont d'origine étrangère, mais c'est les campements qui, dans l'imaginaire collectif, renvoient à une situation d'insécurité parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, d'insécurité parce qu'ils se sentent visés alors que les personnes sont en une très grande précarité et ne sont pas là pour attendre leur personne. Et c'est précisément pour ça que la question est sur le tapis. Très bien que vous parliez des Français, parce qu'on va peut-être regarder ensemble, il nous reste quelques minutes, ce sondage Ipsos, paru il y a 10 jours, et je vous laisse réagir, François Grosdidier. 60% des Français interrogés voient les migrants comme une menace. 65% estiment que les accueillir n'améliorera pas la situation du pays. Enfin, 45% des sondés pensent que l'arrivée des migrants prive les Français de services sociaux. Alors, double question, François Grosdidier, comment vous percevez ces chiffres ? Est-ce qu'ils sont dus, là aussi, à des discours comme celui de Brice Hortefeux qui nous annonce 2 millions d'étrangers ? D'abord, il se base sur des réalités quantifiées. 2 millions d'étrangers que cela ne plaise ou pas. Attendez, on a par exemple une croissance exponentielle des demandeurs d'asile en provenance de l'Albanie, qui est un pays sûr. Donc je sais, dans mon département d'ailleurs, où toutes les mafias sont organisées pour utiliser les procédures, à tel point d'ailleurs que le gouvernement français a exigé l'envoi d'un officier de police roumain pour démanteler ces filières parfaitement organisées. Donc ces phénomènes sont conscients, même si les associations, les gens comme vous, veulent maintenir le tabou. Deuxièmement, pour l'intégration, oui, bien sûr, mais l'intégration, c'est à la fois des exigences, des droits, des devoirs, mais aussi simplement l'enseignement de la langue. J'ai été maire très populaire d'une ville qui contenait plus de la moitié de population d'origine étrangère. Je devais ces dernières années, y compris sous le gouvernement socialiste, financer avec les fonds de la politique de la ville communaux l'alphabétisation, parce qu'on ne le fait même plus, parce qu'on n'a pas assez de crédit, justement, ne serait-ce que pour alphabétiser les enfants et les parents qui arrivent dans des classes où ils ne comprennent pas un mot de français. Donc effectivement, il y a un effort extrêmement fort à faire sur l'intégration, mais ça n'empêche pas qu'il faut que le droit soit respecté. Et si on veut que les Français n'aient pas ce sentiment, il faut qu'ils aient au contraire celui que l'on maîtrise la situation. La maîtrise de la situation, ça veut dire que tous ceux qui doivent être accueillis parce que ce sont des gens qui risquent la mort ou d'être persécutés dans leur pays, doivent être accueillis. Alors, mais les 90% qui ne le sont pas, de déboutés, doivent être reconduits dans leur pays. Et en matière d'immigration économique, qui est nécessaire dans cette branche professionnelle, il faut qu'elle se fasse de façon légale. On demande avant, on organise l'immigration, et on ne légalise pas a posteriori des situations qui feraient qu'on encouragerait en fait les pratiques illégales. On organise les choses dans la loi. C'est ce que demandent les Français, et ça ne veut pas dire se fermer au reste du monde. Je vais essayer de répondre en disant qu'il n'y a pas de tabou sur l'Albanie. L'Albanie, c'est un pays qu'on dit d'origine sûre, juste pour expliquer que ça signifie que, soi-disant, c'est un pays démocratique. Et donc, les Albanais, demandeurs d'asile, réfugiés, n'ont pas le droit à la même procédure que les réfugiés qui viennent de pays qui ne seraient pas sûr, ce qui est un contresens puisque la Convention de Genève commande une analyse
personnel des persécutions. Donc la notion de pays d'origine sûr ne devrait pas exister, puisque de toute façon, l'examen est personnel, que vous veniez d'un pays d'origine. C'est du cas par cas. Les Albanais, vous parlez de mafia, on n'ignore pas qu'il y a de la mafia en Albanie. On n'ignore pas que pour passer en France, que vous veniez de Guinée, du Congo ou du Bangladesh ou d'Albanie ou de Russie, eh bien vous avez effectivement un certain nombre de personnes qui sont obligées d'avoir accès aux passeurs. On le condamne. Mais pourquoi? Mais c'est parce que précisément il n'y a pas de politique d'accueil des réfugiés. Et un certain nombre d'Albanais doivent se voir reconnaître la qualité de réfugiés en raison des violences qu'ils subissent et de l'absence de protection en Albanie. Ce sera donc le mot de la fin. Merci infiniment à tous les cas d'avoir participé. Il nous faudrait évidemment de très longues minutes encore pour continuer d'en discuter, mais on y reviendra sur Public Sénat, vous inquiétez pas. Demain, 7h30, vous avez rendez-vous avec Oriane Mancini pour Bonjour chez vous. L'invité sera Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires. Bonne soirée sur Public Sénat.